Bonjour à tous, mes invités, un père et sa fille qui ont une passion commune, les livres. Lui, qui nous en a tant parlé et nous les a tant fait aimer, vient d'en écrire un à 4 mains avec sa fille qui aurait pu les détester tant il lui avait pris son père. Bernard et Cécile Pivot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous publiez « Lire » avec un point d'exclamation, comme une injonction. Comme première injonction, c'est de lire votre livre. Oui, c'est une injonction. C'est pas un ordre, mais c'est une injonction et c'est oui, en effet, un conseil. Un conseil. Voilà. Un conseil. C'est un conseil et puis le point d'exclamation, c'est un point de joie. Oui. Donc lire, c'est aussi joyeux, c'est aussi entraînant, c'est allègre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui, il est enthousiaste, vraiment. Alors ce livre, nous allons en parler, mais d'abord, Bernard, revenons sur les années apostrophes et bouillon de culture. Et voyons comment vous, Cécile, sa fille, les avez vécues. Commençons donc par hier. Yesterday. Apostrophe, 15 ans de votre vie, l'émission devient mythique et vous oblige à passer vos journées à lire 10 à 14 heures par jour. Vous passez alors plus de temps avec les livres qu'avec vos 2 filles. Vous regrettez aujourd'hui ? Oui, un peu de regret, parce que je me suis dit que peut-être j'aurais pu réussir les mêmes émissions en travaillant un peu moins, en étant un peu moins laborieux, oui. Et puis, quand vos filles vous disent... tu nous as pas toujours accordé le temps qu'un vrai père de famille accorde à ses enfants. Évidemment, ça me taraude un peu, c'est évident. Et en même temps, comment pouvais-je faire autrement ? Oui, vous dites que c'est le devoir national qui l'a emporté. Bah oui, bien sûr, oui. J'avais une sorte de mission qui était de faire lire les Français à travers une émission. Et donc, il fallait que je... Ben oui, j'ai un peu sacrifié. J'ai pas seulement sacrifié un peu ma famille, j'ai aussi sacrifié le temps de la récréation. Je n'allais plus au cinéma, ni au théâtre, ni voilà. Donc il fallait faire des sacrifices et ma famille a été de cela. Et Cécile, vous vous souvenez de votre père faisant autre chose que lire ou pas ? Je me souviens de mon père faisant pas grand-chose, parce que même quand il lisait pas, en fait, on voyait bien qu'il pensait à son émission et qu'il pensait de toute façon, oui, aux livres, aux écrivains, à la prochaine émission, à celle qui venait de se passer. On voyait bien qu'il était occupé par ça, oui, que ça l'habitait complètement, bien sûr. Vous dites, j'ai grandi dans une famille où lire était sacré. Mais quand même, vous n'avez jamais été tenté de détester ces livres qui vous prenaient tant votre père ? Non, jamais. Non. Vraiment jamais, jamais. Non. Dès que j'ai appris à lire, j'ai aimé lire. Donc, j'ai vraiment aimé les livres, les écrivains. Et donc, du coup, j'avais une maison de rêve pour ça, parce qu'il y avait des piles partout. On en recevait tous les jours. Enfin, c'était... Quand vous aimez lire, c'était la maison idéale. C'était quand même la maison idéale pour ça. Au fond, la seule chose contre laquelle elle ne s'est pas révoltée, c'est la lecture, ce sont les livres. Alors, finalement, c'est plutôt mieux. Apostrophe, rendez-vous incontournable pour les grands écrivains. Nabokov, Duras, Sagan, Cohen, d'Ormesson, Yourcenar, Solzhenitsyn. Et aux 15 ans d'Apostrophe viennent s'ajouter 10 ans de bouillon de culture, soit 25 ans d'émissions culturelles à la télévision. Vous n'avez pas l'impression que les émissions culturelles ont disparu avec vous ? Non, il y avait peut-être une vie littéraire qui était plus fournie, qui était plus passionnante à l'époque qu'aujourd'hui, où chaque écrivain est un peu un individualiste. À l'époque encore, il y avait, je sais pas, il y avait une sorte d'enthousiasme. Au fond, les écrivains étaient encore les stars. Aujourd'hui, il y a les grands chefs, il y a les patrons d'entreprise, il y a les syndicalistes, il y a les sportifs. Ils ont beaucoup de concurrents maintenant. Voilà. Alors, vous quittez la télévision en 2005 et vous dites: il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, d'autant qu'il y a un écart entre mon âge et celui de la nouvelle génération littéraire. Oui. Vous évoquez notamment Christine Angot. C'est un bon écrivain pour vous ou pas ? Oui, c'est un écrivain qui m'avait surpris parce qu'elle racontait sa vie d'une certaine manière. Et moi, j'étais un peu dérangé quand je lisais ses livres et je me disais, mais est-ce que ça n'est pas un effet de mon âge ? Est-ce que, si j'étais plus jeune, est-ce que je n'adhérerais pas volontiers à cette forme de littérature ? Et en tant que critique à la télé, vous la trouvez comment ? Je sais pas. Bon, bah alors là, elle a une sorte de personnalité. Soit elle adhère totalement à ses invités, soit au contraire, elle les rejette. Ça, c'est la formule même de l'émission de Ruquier. Mais que vous, en tant que professionnel de la télé, pour le coup, vous la trouvez intéressante ? Elle est elle-même, hein, elle est exactement comme elle est dans ses livres, c'est-à-dire entière, résolue, ferme et probablement injuste.
Cécile, vous qui êtes journaliste, vous n'avez jamais été tentée de reprendre Apostrophe ou Bouillon de culture? Ah non. Non. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, absolument pas. C'était une émission, c'était Bernard Pivot et c'est tout. Ça a commencé avec lui, ça s'est terminé avec lui, c'était très bien comme ça. Ah non, absolument pas. J'ai jamais eu ça. Allez, maintenant, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous publiez chez Flammarion Lire, un éloge de la littérature et surtout une confession sur les plaisirs de la lecture. Bernard, vous avez eu envie de parler de livres ou vous avez surtout eu envie de faire un livre avec votre fille? Oui, il se trouve que Cécile s'intéresse aux livres, se passionne pour les livres, qu'en dépit d'une vie familiale bien fournie, d'une vie professionnelle très active, elle a toujours trouvé du temps pour lire. Donc c'est admirable. Et vous avez eu envie d'écrire un livre avec elle? Voilà, elle? avec elle, et de comparer nos relations avec les livres. Moi, le professionnel, et elle, l'amateur. Et c'est comme ça que ce livre est né. C'est un moment de complicité père-fille aussi auquel nous sommes conviés. Ah oui, bien sûr, absolument. Oui, parce que du coup, évidemment, moi j'ai déroulé un peu toute mon enfance. Donc oui, c'est vraiment, on a revu tout ça ensemble. Absolument, oui, c'est un vrai moment de complicité. Et ces livres, finalement, qui vous avaient éloignés l'un de l'autre, c'est ce qui vous rapproche le plus aujourd'hui. Voilà. Absolument. Voilà. Finalement, je me dis, c'était pas mal, finalement, de s'éloigner de ses enfants à cause du livre, puisque d'un seul coup, je les rejoins 40 ans après. Mais le livre nous a toujours rapprochés. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des conversations autour des livres. Toujours. Même du temps d'Apostrophe et de Bouillon de culture, il avait toujours quelques minutes pour me demander, tiens, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Est-ce que tu aimes? Toujours. Il y a toujours eu ça entre nous. Combien de temps lisez-vous par jour, si c'est quantifiable? Moi, je lis vraiment par petits bouts, donc je peux pas vous dire. Je lis, voilà, là, je suis venue en bus, j'ai lu, je vais revenir en métro, en bus, je vais lire. Donc c'est vraiment, je lis comme ça. Je vais déjeuner, a priori, ce midi, je déjeune toute seule. Pour ma plus grande joie, je vais lire au café, voilà. Ouais. Donc moi, c'est vraiment par petits bouts comme ça. Et moi, je vais consacrer, tout à l'heure, je vais lire un livre, je vais commencer sa lecture, je vais consacrer 4 heures de suite. Ah, voilà, mais chez moi. C'est très différent. Donc, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je vous dis... Le lecteur professionnel et moi qui lis par plaisir. C'est pas du tout la même chose. Moi, à côté de ça, je travaille. Voilà. Donc là, moi, je vais rentrer. Après votre émission, je vais travailler. Donc, je vais arrêter mon roman. Et aujourd'hui, vous comprenez les moments où votre père préférait lire que jouer avec vous, parce que vous faites pareil avec vos 3 enfants, finalement. Bien sûr, non, je le comprends parfaitement. Et oui, moi, je fais pareil absolument avec mes 3 enfants. C'est-à-dire que j'ai eu tendance à parfois leur mentir en sortant du bureau, en leur disant j'ai encore un petit peu de travail. Et en fait, je m'arrêtais dans un café un quart d'heure, le temps de poursuivre ma lecture. Oui, ça m'est arrivé. C'est comme un sas de décompression, en fait. Voilà, c'était formidable. Qu'est-ce que vous aimez tant dans les livres? D'abord, le livre lui-même, le saisir. Il y a un plaisir physique. Et puis s'évader, les romans, partir à l'aventure, chercher des idées, des sentiments, rencontrer des personnages, rencontrer des civilisations, des sociétés qu'on ignore, etc. C'est partir dans l'inconnu et être parfois ému très profondément par ce qu'on lit. C'est vraiment s'oublier, je trouve. S'oublier dans des histoires. Pour moi, c'est ça. C'est s'évader, vraiment ça. Ouais. Bernard, vous dites les gens qui lisent sont moins cons que les autres, c'est une affaire entendue. Oui, mais c'est un peu une provocation. Oui, je pense que ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des gens qui ne lisent pas, qui ne sont pas très intelligents et inversement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les gens qui lisent, j'ai toujours remarqué, à commencer par Cécile, c'est-à-dire qu'ils accumulent des informations, ils accumulent des impressions, et leur culture générale s'arrondit au fil des mois de lecture. Donc ils ont ce matelas de culture générale qui leur permet parfois de réagir, d'émettre des idées, des opinions, d'engager une conversation avec des gens qui ne pourraient pas tenir s'ils n'avaient pas lu abondamment, c'est évident. Et vous trouvez que trop d'hommes politiques et trop de patrons lisent des livres qu'ils jugent utiles pour leur profession? Mais ils lisent trop utiles, ils lisent que des livres de politique, d'économie, de sociologie et de tout. Mais ils devraient lire un peu plus de romans. Et on cite Obama, Obama disait que lorsqu'il était étudiant dans les universités américaines, il lisait des romans pour connaître mieux la vie des gens. Et c'est vrai que s'il lisait davantage les romanciers d'aujourd'hui, quand il parle évidemment du monde dans lequel il vit, je ne parle pas des romans historiques, eh bien les hommes politiques, je pense,
trouveraient plus de choses à comprendre dans la société dans laquelle ils vivent. Et oui, je pense. Et le président et le gouvernement actuel vous rassurent plutôt? Ben oui, parce qu'ils sont très littéraires. Hein. Je pensais qu'on ne verrait plus. Après Mitterrand, je me suis dit, c'est le dernier Mohican à aimer la littérature. Et ben non, pas du tout. On a un président de la République. Emmanuel Macron est un grand lecteur. Il a fait des études de philosophie. Le Premier ministre Édouard Philippe a écrit un livre d'éloges sur la littérature. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, publie des livres chez Gallimard et publiera encore l'année prochaine. Et puis la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui est une grande éditrice. Ben oui, bien sûr. Oui, donc ça vous rassure? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut leur donner un blanc-seing. Un blanc-seing pour leur politique, mais moi je suis ravi qu'il y ait aujourd'hui à la tête de l'État des hommes et des femmes qui lisent et qui aiment notamment la littérature. Mais, les grands lecteurs font-ils des grands présidents? Oui, parce que... Bon, alors ça, vous savez, est-ce que François Mitterrand a-t-il été un grand président? Certains vous répondront non, d'autres répondront oui, mais l'essentiel, c'est qu'il a été un président et qu'il aimait la littérature. De Gaulle, en tout cas, De Gaulle a été... Je crois maintenant unanimement, j'aime dire aujourd'hui qu'au fond la France ne devrait plus dire nos ancêtres les Gaulois, mais elle devrait dire nos ancêtres les gaullistes. Je pense que De Gaulle est reconnu comme un grand président et que c'était un grand lecteur lui aussi. Alors il aimait une littérature très classique, hein, bien entendu. Il n'aimait pas des écrivains, des romanciers très aventuriers. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy, si on poursuit eux n'étaient pas des grands lecteurs, ne sont pas des grands Sarkozy non, Hollande non. Oui, donc c'est pour ça que je vous disais, je pensais après Mitterrand, je me suis dit, ça y est, la France, qui avait cette réputation d'avoir toujours à sa tête des présidents qui aimaient la littérature, De Gaulle, Pompidou, François Mitterrand, je me disais, c'est fini, c'est terminé, et on n'en aura plus. Eh ben si, de nouveau, il y en a, donc je ne désespère pas de mon pays. Et donc vous vous dites qu'Emmanuel Macron sera mieux inspiré dans sa politique? Ah ça non, j'en sais rien. Je ne vais pas dire que Macron est moins con parce qu'il lit, parce que là ce serait totalement stupide de dire ça. Cécile, vous dites lire, c'est un passeport que chaque être humain doit posséder. Oui, parce que ça nous permet de voyager, ça nous permet on va à la rencontre on va dans des pays où on n'ira peut-être jamais toute sa vie, on rencontre des gens, voilà, on va dans le passé, on est dans le présent, puis on peut aller dans le futur. Lire, c'est prendre des nouvelles des autres. Oui, c'est ça, c'est vraiment... On va où on veut avec la lecture. Lire, c'est à la fois un acte égoïste, parce qu'on se retire avec un livre, et puis plus rien ne vous intéresse, et en même temps, c'est un acte altruiste, puisqu'on s'intéresse à des idées, à des gens, à des sociétés qu'on ne connaisserait pas, comme vient de le dire Cécile, qu'on n'aurait jamais connues si on ne lisait pas. Et lire, c'est aussi, vous le dites, un acte d'insoumission. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, regardez, les écrans, ils sont partout, les petits, les moyens, les grands, il y en a partout. On passe par les écrans, on passe par des codes, etc. Lire, c'est la chose la plus simple. Prenez un livre, vous le mettez dans votre poche, vous le sortez et vous lisez. Donc c'est une insoumission à la technique moderne, à cette obligation de passer par des écrans et des boutons. Voilà. Et les vrais insoumis, pour vous aujourd'hui, on parle beaucoup de la France insoumise, les vrais insoumis, ce sont les lecteurs? Enfin, en tout cas, ceux qui lisent aujourd'hui, enfin, notamment, je parle surtout alors là des adolescents. C'est moins vrai pour les adultes, mais les adolescents qui lisent, ce sont des insoumis, c'est évident. Et donc vous applaudissez les réformes de Jean-Michel Blanquer? Oui, tout ce qui encourage la lecture, la connaissance des mots, l'amour des mots, il faut l'encourager, bien entendu. Quel conseil, pouvez-vous donner aux parents qui nous regardent, aux grands-parents qui nous regardent, pour que leurs enfants, pour que nos enfants aient plus envie de lire que d'allumer la play pour jouer en direct, en réseau avec leurs amis? Il faut leur lire des livres à voix haute le plus longtemps possible. Il faut les emmener dans les librairies. Il faut les emmener dans les festivals du livre de la jeunesse. Il faut les emmener dans les médiathèques. Il faut essayer plein de choses différentes. Oui. Moi, je pense qu'il y a leur donner l'exemple. Voilà, leur donner l'exemple. Et vraiment les accompagner. Oui. Les accompagner, je pense que c'est très important. Et leur donner l'exemple. Ben oui, parce que si les enfants ne voient pas leurs parents lire, ils vont se dire pourquoi lirais-je? C'est évident. Ouais. Donc, effectivement, les enfants qui, le soir, voient des parents qui ont fermé la télévision et qui lisent des livres, probablement sont-ils impressionnés et se disent, tiens, on peut passer une soirée aussi à lire, pas seulement à regarder la télévision. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'avec les écrans et l'omniprésence des écrans, la barbarie nous menace? Oh non, la barbarie... attendez, les grands... Non, la barbarie, faut pas pousser, là. Non.
Allez, maintenant, parlons un peu d'avenir, parlons de demain. Technologic. Technologic. Alors, comment voyez-vous l'avenir du livre? Les jeunes lisant de moins en moins et certains disent même qu'ils savent à peine lire. Est-ce que vous êtes pessimiste ou pas? Sur l'avenir du livre? Ouais. Non, on n'est pas pessimiste. Non. On est optimistes tous les deux. Oui. On est optimistes tous les deux. Moi, je suis très pessimiste sur le journal papier et je suis très optimiste sur le livre papier. Alors c'est vrai qu'il y a certains domaines où le livre a des concurrents terribles avec l'informatique, c'est-à-dire les encyclopédies, les dictionnaires, c'est vrai que c'est difficile pour eux. Mais la littérature, au sens le plus large du terme, et au sens le plus noble du terme, je pense qu'elle a un grand avenir sur le papier. Dès qu'une personne, quelle qu'elle soit modeste ou qu'elle soit très connue, et qu'elle soit au milieu de sa vie ou à la fin de sa vie, quand elle a envie de témoigner, elle écrit. Et ce qu'elle écrit, si c'est jugé intéressant par les éditeurs, est publié. Et une fois que c'est publié, eh bien, elle passe à la radio, à la télévision, comme nous, etc. Donc, je pense que le livre continue d'être attractif pour tous les gens, non seulement pour se confier, pour parler de son expérience, de ses idées, de ses sentiments, mais aussi pour les gens, ils ont envie quand même de lire, de savoir ce que les autres pensent. Est-ce que vous croyez aux livres électroniques? Est-ce que vous lisez sur tablette? Non, nous deux, on ne lit pas sur tablette, mais pourquoi pas? Mais je pense que ça ne prend pas beaucoup en France, la liseuse. Mais si les gens préfèrent lire sur liseuse, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pratique. Nous, on aime le rapport avec le livre, donc non. Et pour clore chacun de ces entretiens, je pose une question récurrente, la question deuxième chance. Si vous reveniez sur Terre en sachant ce que vous savez, que feriez-vous de votre deuxième vie? Moi, j'essaierais d'être écrivain beaucoup plus jeune que je ne l'ai été. Voilà, ça oui. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 50 ans, donc c'est vraiment tard. Hein. Mais oui, j'essaierais beaucoup plus tôt. Évidemment, mais je pense que c'était très compliqué pour moi. Et puis aussi, il y avait la solution de facilité, c'est-à-dire que j'avais du travail, je travaillais, et financièrement, j'aurais pas fait ce sacrifice-là. Donc c'est pas seulement une question de, je suis la fille de Bernard Pivot et c'est très compliqué pour moi d'écrire un livre. C'était aussi une solution de facilité, oui, de train de vie. Et aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Voilà. Alors moi, si je devais avoir la chance de revenir sur Terre et de refaire ma vie, je pense que je changerais complètement mon adolescence. J'ai eu une adolescence, je trouve, bébête. J'étais très naïf, un peu paresseux. Je manquais de maturité, je manquais d'audace, je manquais de... donc j'étais assez con, pour reprendre les 3 lettres qu'on a employées tout à l'heure. Donc quand je jette un regard comme ça rétrospectif sur mon adolescence, je suis frappé de voir que je n'y développais pas des qualités ensuite qui me sont... que j'ai eu, me semble-t-il, mais longtemps après. Vous avez perdu du temps, vous trouvez? Oui, adolescent. Ça ne veut pas dire que j'étais malheureux, hein, pas du tout, mais quand même, je trouve que je n'ai pas à être fier de mon adolescence. Voilà. Mais du reste, oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'avoir été nos invités. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous sur LCI.